bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je confirme. Bonjour et bienvenue à la présentation du cas de sentence arbitrale. Premièrement, j'aimerais que les deux équipes me mentionnent la lettre équipe B. Équipe B. D et B. D. Non, B. D. Excusez-moi. B, D. Parfait. Je vous lirai les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. À tour de rôle, vous disposez de 12 minutes pour présenter votre argumentaire. Par la suite, une période de 5 minutes vous est allouée afin de préparer un contre-argumentaire fondé sur la présentation de l'équipe adverse ainsi que de nouveaux arguments. Vous disposez par la suite de 5 minutes pour présenter votre carte contre-argumentaire et conclure la présentation. Lors de passage des équipes, reste toujours la même étape du cas, présentation et contre-argumentaire, et que l'équipe le tableau de la preuve qui est dit. Au cours de la présentation, chacun des participants devra prendre la parole. Le temps minimal de présentation pour la première partie de la présentation est de 8 minutes et de 3 minutes pour la seconde partie. Le non-respect du temps de la présentation sera pénalisé à concurrence d'un point par tranche de 30 secondes. Pour l'argumentaire initial de 12 minutes, je vous indiquerai le temps restant à l'aide des cartons lorsqu'il vous restera 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Je vous indiquerai les 2 dernières secondes sur mes doigts. Pour la période de préparation de 5 minutes et pour la période de préparation de 5 minutes et pour la période de présentation du contre-argumentaire, je vous indiquerai le temps restant à l'aide des cartons lorsqu'il vous restera 2 minutes et 30 secondes. Si un des membres de l'équipe continue à parler après la fin du décompte, les points vous seront enlevés. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, vous pouvez débuter. Allez-y. Bonjour, Diane Gagné, professeure à l'UQTR en relations de travail. Oui, bonjour. Kathleen Rouillard du bureau de Bélanger-Sauvé, procureur patronal. Bonjour, Pierre Saint-Arnaud, avocat, arbitre en droit du travail, et je préside le panel. Claude Rioux, syndicaliste, et présentement, j'agis comme formateur au Bureau international du travail. Bonjour, monsieur et madame les arbitres. Je me présente, Élodie Leblanc-Lénès. Attendez juste un petit moment. J'avais à vous faire une petite déclaration en débutant. Nous sommes prêts à entendre votre argumentaire, que l'équipe ayant le fardeau de la preuve commence. Bonjour, monsieur et madame les arbitres. Je me présente, Élodie Leblanc-Lénès. Je suis accompagnée de mes collègues Roxane Sainte-Mars et Aline Mohamed. Je vous encourage à consulter le document qui vous a été remis afin de suivre notre argumentaire. Aujourd'hui, nous représentons Mme Gagnon, une employée exemplaire. J'aimerais rappeler rapidement les faits du cas en litige. Mme Gagnon s'est vue refuser une promotion par son employeur à cause de son handicap, qui est de la surdité. L'employeur, dans la lettre de refus envoyée à Mme le 22 décembre, n'a même pas caché son comportement disciplinaire. Il a très clairement écrit dans la lettre que c'était pour cause de sa surdité qu'il ne lui offrait pas la promotion. C'est pourquoi nous demandons que Madame obtienne le poste, ainsi que des dommages punitifs et moraux. Nous allons prouver que la décision de l'employeur est discriminatoire, qu'il n'a pas accompli ses obligations, ainsi qu'il découle de cette décision des manifestations d'harcèlement psychologique. Je commencerai tout d'abord en disant que la décision de l'employeur est discriminante et très rapidement, le poste que Mme Gagnon a postulé pour la promotion, c'est un poste de chauffeur de chariot élévateur. C'est un poste qui demande d'avoir une certaine coordination, des certaines habiletés de vision. Et Mme Gagnon les a. On le sait puisqu'elle a un permis de conduire de classe 5 émis par le gouvernement du Québec. Elle conduit depuis plus de 20 ans et elle a un dossier de conduite sans tâche. Elle n'est pas incapable de conduire une voiture, donc pourquoi elle ne pourrait pas conduire un chariot élévateur? Donc, afin de démontrer plus spécifiquement en quoi la décision de l'employeur est discriminatoire, j'aimerais parler de la Charte des droits et libertés du Québec.
en particulier de l'article 10 qui nomme les différents motifs de discrimination les motifs de discrimination. Entre autres, le handicap, ce dont Madame a. Il y a 3 critères qu'on doit démontrer. Tout d'abord, il y a une distinction qui a été faite. On a clairement dit à Madame qu'on ne lui offrait pas la promotion parce qu'elle était sourde. On a distingué la personne avec son handicap et non pas avec ses compétences. On a aussi exclu Madame à cause de son handicap, puisqu'on lui a refusé l'emploi à cause de sa surdité. Puis on a fait une préférence aux autres employés, malgré qu'ils étaient moins anciens dans l'entreprise que Madame Gagnon. Quand on parle de ça, ça a un effet de détruire ou de compromettre l'exercice d'un droit garanti. Donc, selon la convention collective, l'ancienneté aurait eu préséance dans l'obtention de la promotion. Madame Gagnon était la plus ancienne. Puis, à cause de sa surdité, mais elle ne l'a pas eu, donc son droit a été enfreint. C'est d'ailleurs l'article 16 de la Charte des droits qui dit qu'une personne ne peut pas être discriminée en lien avec, pour une promotion, en lien avec un des motifs nommés à l'article 10. De plus, la convention collective, lorsqu'on parle de promotion, dit que l'employeur peut offrir une période d'essai de 10 jours. Ici, l'employeur n'a même pas tenté avec Madame voir si elle pourrait faire l'objet, si elle pourrait avoir ce poste-là pendant 10 jours. Ils ont juste dit, elle est sourde, elle ne peut pas faire l'emploi. Aussi, l'employeur, dans la convention collective, aux articles 20.3 et 20.5, affirme que l'employeur doit s'occuper de l'information, de l'identification et de l'évaluation des risques, puis doit aussi trouver les moyens et les équipements de protection individuelle pour les protéger contre les risques qu'ils ont déterminés dans l'article précédent. Ici, l'employeur, soudainement, la surdité de Madame cause problème. Ça fait 12 ans que Madame travaille pour l'entreprise. Jamais ils n'ont tenté de voir si ça pouvait causer des risques dans le milieu, dans le cadre de son travail, tant pour elle que pour ses collègues. Et soudainement, ils affirment qu'elle ne peut pas avoir un poste parce qu'elle est sourde. Donc, je laisserai la parole à mon collègue Aline pour la suite. Donc, l'employeur n'a pas su satisfaire à ses obligations. En effet, il n'a pas respecté son devoir d'accommodation. Dans la décision du Centre universitaire de santé McGill contre le syndicat des employés de l'hôpital général de Montréal, il a été dit que l'obligation d'accommodation naît lorsque un employeur cherche à appliquer une norme qui cause un préjudice à un employé en raison de caractéristiques particulières protégées par la législation. Donc, dans ce cas-ci, l'employeur aurait dû chercher à accommoder Mme Gagnon lorsqu'elle a demandé pour une promotion. Mais il a fait le contraire, il n'a même pas cherché à accommoder la plaignante. Il n'a pas respecté son obligation. M. Harvey a fait des recherches sur la formation et non sur l'accommodement. Les recherches de M. Harvey sont donc hors sujet. De plus, dans l'affaire Central Okanagan School District No. 23 contre Renault, il a été dit que l'employeur doit prendre l'initiative de trouver une solution d'accommodement. Encore une fois, M. Harvey, en tant que directeur de la santé et sécurité au travail, n'a pas effectué de recherches appropriées pour la situation. L'employeur doit aussi explorer toutes les possibilités et démontrer dans chaque cas la présence d'une contrainte excessive. Donc, Mme Gagnon avait demandé pour qu'un miroir serait posé dans l'engin. Donc, ce n'est pas une contrainte excessive. Ça ne va pas amener une grande perte monétaire. Au contraire, ça va aider pour la santé et sécurité au travail. De plus, l'employeur n'a pas envisagé cette possibilité. Cela fait 12 ans que Mme Gagnon travaille pour son employeur. C'est une employée performante avec un dossier vierge. Selon moi, c'est une employée modèle. Toutes ces années de loyauté pour que son employeur ne respecte pas ses obligations, c'est malheureux. L'employeur a d'ailleurs une obligation d'offrir un milieu de travail sain, ce dont ma collègue Roxane va vous parler. L'employeur a refusé la promotion de Mme Gagnon, ce qui entraîne du harcèlement pour celle-ci basé sur cette surdité. Comme mentionné dans l'article 81.18 de la loi sur les normes du travail, le harcèlement psychologique peut se manifester par des comportements qui sont non désirés et qui engendrent un milieu de travail
travail néfaste pour le salarié. L'article 81.19 de la Loi sur les normes du travail oblige l'employeur à prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique dans ses lieux de travail. Dans le cas de Mme Gagnon, chaque fois qu'elle se présente au travail, cela lui rappelle le refus de sa promotion et le comportement qui est discriminatoire de son employeur. L'employeur commet donc une double faute auprès de celle-ci en créant un milieu de travail qui est néfaste, en ayant l'obligation de garantir l'obligation d'un milieu de travail exempt de harcèlement. La Commission des normes du travail a élaboré un guide pratique pour les employeurs concernant la compréhension et la prévention du harcèlement psychologique au travail. Dans ce guide, on explique que le harcèlement peut être fait en raison de motifs qui sont discriminatoires, comme Mme Gagnon, le fait d'avoir été basé sur sa surdité, donc son handicap, et donc un motif qui est discriminatoire. De plus, l'employeur a discrédité Mme Gagnon concernant la promotion, en lui refusant. Donc, il ne veut pas lui attribuer d'autres tâches que les tâches qu'elle a présentement, car il juge qu'elle n'a pas les capacités de faire le travail de conductrice de chariot élévateur. En lui refusant cette promotion, l'employeur a décidé de l'échec professionnel de la plaignante. La discrimination de Mme Gagnon pour la promotion a un lien direct avec la situation de handicap. Donc, ceci constitue le harcèlement. En conclusion, comme démontré par mes collègues, le refus de promotion de Mme Gagnon est discriminatoire. L'employeur n'a pas satisfait à ses obligations et il a fait preuve de harcèlement. Pour ces raisons, nous demandons que Mme Gagnon obtienne le poste de conductrice de chariot élévateur, que cesse la discrimination à son égard, et nous réclamons également des dommages punitifs et moraux. Merci. Est-ce que... On n'est pas supposé terminer. À quoi ça se passe? Ah oui, c'est vrai. Oui, allez-y, je vous écoute. Membre du tribunal. Nous constituons à deux, Marie-Léine et moi-même, Fabienne, les procureurs de l'employeur dans l'affaire présentée aujourd'hui devant vous. Notre équipe de procureurs reconnaît disposer de tous les faits pertinents de l'affaire et elle ne peut énoncer quelques hypothèses. La législation applicable en espèce selon le cadre juridique de la présente affaire est le Code du travail. La convention collective intervenue entre les parties et le grief déposé par le syndicat définissent les compétences du tribunal, lequel s'inspirera enfin des principes jurisprudentiels reconnus selon la législation applicable en matière d'arbitrage et grief pour trancher le présent grief. Les procureurs de l'employeur ont reconnu en début de la preuve que le tribunal était validement saisi du présent grief, en plus de convenir de la légalité de la nomination de celui-ci par le ministre du Travail. Les procureurs de l'employeur vous annoncent sans surprise qu'elle requerra du tribunal le rejet du grief. La plaignante conteste par grief le fait qu'elle n'a pas eu la promotion du fait de qu'elle n'a pas eu une promotion, même si elle avait l'ancienneté requise pour l'avoir. Elle réclame donc d'avoir le droit d'être la conductrice d'un chariot élévateur et que cesse la discrimination à son endroit. Il est de jurisprudence constante en matière non disciplinaire que le fardeau de preuve revienne au syndicat. Enfin, le degré de preuve en matière d'arbitrage de grief est la prépondérance de la preuve, également connue sous le nom de balance des probabilités. L'équipe des procureurs de l'employeur procédera sur le champ, devant vous, à l'analyse des motifs à l'appui de ses conclusions, d'abord par le résumé des faits pertinents de l'affaire, puis par l'analyse des éléments de droit applicables en l'espèce. Madame Annette Gagnon est préposée à la préparation des commandes chez l'employeur depuis plus de 12 ans. Elle a postulé sur un poste pour devenir conductrice de chariot élévateur. Sur réception de sa candidature, M. Clarence Dufour a formé un comité de promotion avec M. Antoine Harvey, chef,
en santé et sécurité de l'entreprise, et M. Jean-Paul Robichaud, superviseur de l'entrepôt. Ceux-ci ont analysé sa candidature en regard de sa limitation fonctionnelle. Ils ont effectué des recherches. Après 2 jours de rencontres, ils ont statué que la candidature de la plaignante ne pouvait remplir le poste dû à sa limitation fonctionnelle, car ceci représentait un risque sérieux pour sa sécurité, sa santé, ainsi que celle d'autrui. Lors de son témoignage, M. Dufour a également cité l'article 10.17 de la Convention collective concernant l'exemption de l'ancienneté par rapport aux limitations fonctionnelles des employés s'ils ne peuvent remplir les fonctions du poste. Tous les éléments ont été décrits dans la lettre de refus reçue par la plaignante le 22 décembre 2017. Selon la théorie des droits résiduaires, l'employeur a exercé sa discrétion en l'espèce du fait du silence de la convention collective, sans considération discriminatoire, abusive ou déraisonnable. L'employeur a respecté ses prescriptions. Il n'appartient donc pas au tribunal d'arbitrage de modifier la décision de l'employeur. M. Harvey et M. Robichaud cumulent ensemble 40 ans d'ancienneté. Les deux ont des rôles de gestion dans l'entreprise et ils connaissent le poste de conducteur de chariot élévateur. Ils savent quels sont les risques de l'emploi et les attitudes et exigences requises pour ce poste. Les deux hommes connaissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils accumulent plusieurs années d'expérience dans ce domaine. Ils connaissent les risques inhérents à l'emploi. Ils savent ils connaissent les postes, les tâches et ce que cela implique dans l'entrepôt, ainsi que la santé et la sécurité dans l'entrepôt pour les travailleurs. De ce fait, il est important... De ce fait, selon l'article 51 de la Loi sur la santé et sécurité au travail, l'employeur doit mettre en place les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer l'intégrité physique des travailleurs. Le poste de chariot élévateur est un poste à risque pour une personne sourde puisque les chauffeurs doivent entendre les interpellations pour les arrêts d'urgence. M. Harvey et M. Robichaud ont été appelés par M. Dufour, qui lui avait des inquiétudes par rapport à savoir si la plaignante était dans la capacité d'exercer ses fonctions et dans la capacité de faire ce poste. Ils se sont donc rencontrés pendant 2 jours afin de discuter et d'analyser la situation, à savoir si elle était dans la capacité de faire le travail. Il y a eu des recherches qui ont été faites, il y a eu des analyses qui ont été faites, ils se sont parlé entre eux, ils en sont malgré tout venus à la conclusion qu'il y avait un risque pour sa santé à elle, mais aussi pour la santé et la sécurité des autres travailleurs dans l'entreprise. Puisque l'employeur a un devoir de sécurité et de santé auprès de ses travailleurs, il était important pour lui de prendre cette décision-là et de ne prendre aucun risque quant à ses travailleurs. Et, merci beaucoup. De plus, suite à la sentence arbitrale syndicat des intervenants en garderie contre la garderie Lily, dans cette sentence, le syndicat conteste la décision de l'employeur d'offrir un poste d'éducatrice à temps plein à la plaignante, Mme Sylvie Tonnelier, pour des motifs discriminatoires et abusifs contravenant à la Convention collective et à la Charte des droits et libertés. L'arbitre en question, M. Gilles Lavoie, a rejeté le grief et a accueilli ainsi la preuve de l'employeur que la plaignante atteint d'une limitation fonctionnelle liée à l'incapacité de soulever des poids de plus de 20 livres, mettant en danger par cette incapacité la sécurité des enfants et celle de la plaignante. De plus, il cite l'article 20 de la Charte des droits et libertés de la personne sur l'exception et la distinction faite à remplir les mandats d'un poste suite à remplir les aptitudes et les qualités requises. L'arbitre, Gilles Lavoie, cite l'article 20 de la Charte des droits et libertés de la personne concernant l'exemption et la distinction suite à des limitations fonctionnelles comme étant non discriminatoires, puisque la candidate ne peut remplir adéquatement les tâches sans mettre la santé et sécurité d'autrui. Comme vous le constaterez,
c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. La surdité de la plaignante représente un risque énorme de santé et de sécurité envers d'autrui. L'employeur doit préserver un environnement sain et sécuritaire pour ses employés et pour ceux d'autrui. Nous demandons au tribunal d'arbitrage de ne pas aller à l'encontre de l'enseignement de l'arbitre Gilles Lavoie et de rejeter également le grief présenté actuellement aujourd'hui. Merci. Merci. Ça termine votre présentation? Oui, c'est ça. Voilà. La période de consultation de 5 minutes va maintenant débuter. Est-ce que ça se peut que vous ayez ma copie patronale? Vous avez 2 copies patronales? Je ne pense pas. Non. Une copie. Non, Donc, c'est les autres qui se sont mariés. non, c'est pas grave. C'est que quand j'étais au salle de bain, je pense pas que ça a été... On est fini, j'ai détesté. Il y avait quelqu'un qui a rappelé la copie. Non, c'est pas grave, c'est peut-être là-dedans. Non, franchement, c'est beau. Il reste 2 minutes.
reste 30 secondes. La période est maintenant terminée. La partie patronale affirme que le comité de promotion a été formé au seul point de la promotion. Cependant, lors de son témoignage, M. Dufour a affirmé qu'il était allé consulter les deux autres membres après avoir eu la réflexion que la surdité de Mme Gagnon pourrait être un danger pour elle et les autres. Ensuite, la partie patronale a affirmé avoir utilisé l'article 10.17 de la Convention collective concernant les limitations fonctionnelles. Ils ont cependant oublié la dernière partie de cet article qui affirme que toute décision doit être prise d'un commun accord entre l'employeur et le syndicat, ce qui n'a pas été fait. Nous n'avons pas été consultés et nous avons même affirmé à plusieurs reprises au syndicat que ça pouvait être une cause de discrimination et qu'il ne devrait pas aller de l'avant avec cette décision. Ensuite, M. Harvey, les longues recherches de 2 jours qu'il a fait, c'est pas par rapport à l'accommodement, mais c'est par rapport aux formations. Donc si un accommodement était donné, les formations auraient été différentes. Là, M. Harvey a fait des recherches sur la formation sur une personne qui n'aurait pas ce problème-là. Donc ça les rend un peu hors sujet. Donc ensuite, il y a l'article 51 que vous avez évoqué. Donc dans l'article 51, c'est l'employeur qui a la responsabilité par rapport à la santé et la sécurité au travail. Ça fait 12 ans que Mme Gagnon travaille chez l'employeur. Ça fait 12 ans que l'employeur n'a pas pris de mesures pour prendre responsabilité à cause de son handicap. Donc ça fait 12 ans qu'elle marche derrière des chariots électriques, etc. Ça fait 12 ans qu'aucune mesure n'a été prise. Finalement, par rapport à l'exigence professionnelle, l'employeur n'est pas un expert dans le domaine. Il ne peut pas déterminer si c'est une exigence professionnelle ou pas. Il devrait appeler un professionnel en ergothérapie qui, lui, pourrait déterminer si c'est une exigence professionnelle ou pas. De notre côté, nous souhaiterions revenir sur certaines hypothèses de la partie syndicale, entre autres le concept de harcèlement psychologique. Nous tenons à rappeler que la partie syndicale a évoqué seulement 2 des 5 principes du harcèlement psychologique et qui définit les comportements comme étant du harcèlement. Les principes évoqués sont le comportement non désiré et le milieu de travail néfaste. Nous souhaitons ajouter que le harcèlement psychologique se définit aussi par le comportement vexatoire de la personne envers la victime, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire, puisque l'employeur a utilisé de termes justes pour décrire le refus. Ensuite, le comportement doit être répétitif. Encore une fois, dans le cas qui nous concerne, le refus ne s'est présenté que sur une possibilité d'emploi, une offre d'emploi. Et finalement, que le comportement doit porter atteinte à l'intégrité et à la santé psychologique et physique de la personne. Vous constaterez encore une fois qu'une lettre de refus pour un poste ne convient en rien à une menace pour l'intégrité et la santé psychologique et physique de l'individu. Ensuite, nous vous demandons donc d'écarter l'hypothèse évoquée par la partie syndicale d'harcèlement, puisque nous prouvons aujourd'hui que ce n'est pas un milieu rempli d'harcèlement psychologique. Ensuite, nous voulons revenir aussi sur l'hypothèse du devoir d'accommodation de l'employeur et de trouver des solutions d'accommodement. Encore une fois, ici, il n'est pas question d'offrir à la victime des solutions d'accommodement par rapport à un travail qu'elle peut faire, mais bien que sa limitation fonctionnelle présente un risque pour la santé et sécurité d'autrui.
Et donc, nous vous demandons également de rejeter cette hypothèse. Ensuite, la partie syndicale a mentionné aussi la capacité de la salariée à faire les tâches et que ceci contenait à sa progression dans l'entreprise. Comme la lettre de refus le mentionne, l'employé s'est vu refuser le poste dû à sa surdité parce qu'il représente encore une fois un risque très important pour la santé et la sécurité d'autrui, car elle ne peut entendre les cris d'urgence des autres membres en cas de besoin. Nous rappelons donc qu'il y a aussi les éléments de l'article, la partie syndicale, s'est fait valoir de l'article 10 concernant la non-discrimination des salariés. Nous voulons rappeler que la partie patronale peut se faire prévaloir de l'article 20 concernant la Charte des droits et libertés que nous avons mentionné plus tôt. Et nous vous recommandons donc de vous ranger encore une fois sur les enseignements de l'arbitre Gilles Lavoie, qui a déterminé que la salariée ne pouvait justement remplir ses fonctions due à son incapacité physique de soulever des poids par rapport aux tâches qu'elle devait accomplir et que ceci comprenait à sa santé et à la sécurité d'autrui. Merci. C'est maintenant terminé. Merci. 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 Merci.